Normalisation des relations au Moyen-Orient, réintégration au sein de la Ligue arabe, cette année 2023, la Syrie est sortie de l'obscurité dans laquelle elle est plongée depuis presque 12 ans. Certes, le président Bachar al-Assad avait au cours de ces dernières années rencontré certains dirigeants étrangers comme Vladimir Poutine ou Ebrahim Raisi, le président de l'Iran, mais le retour au premier plan d'un homme qui était considéré comme un paria interroge. Des questions sont soulevées également sur l'impact des sanctions, les défis post-guerre, sur les conclusions de cette guerre, mais aussi le rôle croissant du trafic de drogue dans cette normalisation diplomatique. Le gouvernement syrien aurait en effet facilité des opérations de contrebande en coopération avec des partenaires comme le Hezbollah et des milices liées à l'Iran pour approvisionner les marchés voisins. Nous vous proposons aujourd'hui une série spéciale sur le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie et ses intégrations, sur les motivations réelles de cette normalisation. Le contexte. Commençons par aborder le contexte qui a mené à la guerre avec l'épisode du printemps arabe, qui reconfigure l'espace géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Tout démarre de la Tunisie. En 2010, le peuple tunisien sort dans la rue et manifeste en masse contre son gouvernement. Il appelle notamment à plus de liberté et des changements politiques. La vague révolutionnaire s'étend ensuite à l'ensemble du monde arabe jusqu'en Syrie. Le gouvernement syrien avait déjà été marqué par une précédente révolte dans les années 1980. La famille al-Assad dirige le pays depuis 1970 avec une forme d'autoritarisme politique et la répression qui s'ensuit. C'est en mars 2011 que la révolution gagne la Syrie. Les manifestations sont violemment réprimées. Des tensions ethniques existent également entre les différentes communautés et amplifient le phénomène de poudrière. Les sunnites face aux alaouites, la branche de l'islam dont fait partie la famille al-Assad, mais aussi les Kurdes ou encore les Druzes, aux manifestations qui exigent la démission du président Bachar al-Assad, le gouvernement syrien y réplique par les armes. La spirale de la violence fait dégénérer la situation, certains soldats démissionnent pour rejoindre les rebelles, la guerre civile éclate. Le conflit. Les groupes rebelles et la violence s'intensifient. En 2012, naît l'armée syrienne libre, aussi appelée ASL. Un groupe rebelle composé initialement principalement de déserteurs, l'ASL parvient à faire reculer l'armée régulière fragilisée par l'éclatement du pays. La même année, le groupe Al-Qaïda et l'État islamique prennent part au combat et profitent du contexte pour s'imposer. L'État islamique développe ainsi son califat, s'étalant jusqu'en Irak et connaît son âge d'or en 2014. La guerre civile devient un conflit régional et international avec l'implication d'acteurs étrangers, que ce soit la Turquie, l'Iran, la Russie ou les États-Unis, chacun y envoyant armes, argent et combattants. La Russie a été l'allié le plus significatif du gouvernement syrien. En 2015 est lancée une large série d'offensives aériennes qui facilitent le basculement de la guerre en faveur des forces syriennes. L'Iran, le Hezbollah, l'Irak, l'Afghanistan et le Yémen ont aussi envoyé des milices, souvent chiites, et de l'argent pour soutenir le camp de Bachar al-Assad. L'ASL de son côté a le soutien de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, le Royaume-Uni et de la France, et ont initialement apporté leur soutien aux groupes rebelles, mais s'en sont éloignés progressivement à mesure de leur rapprochement avec l'État islamique, excepté les États-Unis qui s'installent en zone kurde. Les États-Unis sont intervenus militairement dans le conflit pour combattre l'expansionnisme terroriste qui menaçait l'Irak. Chasse gardée américaine, mais également pour endiguer l'influence iranienne croissante dans la région. La Turquie a intégré cette guerre en 2016 pour étendre sa zone tampon le long de sa frontière sud. Elle y était également préoccupée par les forces kurdes syriennes, en particulier les unités du peuple YPG, un groupe affilié au PKK. Cette situation complexe et la multiplication des acteurs a considérablement alourdi, jusqu'à aujourd'hui, le bilan de cette guerre. Les nombreux acteurs nationaux et internationaux rendent difficile la coordination d'une solution militaire. Aucun des camps n'est aujourd'hui capable de réaliser une victoire décisive sur le terrain, ce qui a provoqué l'enlisement du conflit jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre a provoqué l'une des plus grandes crises humanitaires contemporaines. 6,7 millions de Syriens ont dû s'exiler, plus de 300 000 civils ont été tués de mars 2011 à mars 2021 selon les Nations Unies, mais ce chiffre est probablement sous-estimé. Les personnes exilées ont trouvé refuge à l'intérieur du territoire syrien ou à l'étranger. Cette situation a ensuite créé des pressions sur les pays accueillant les réfugiés. La Turquie est l'un des plus grands pays à avoir accueilli le plus de Syriens du fait de sa frontière adjacente. Cette guerre se caractérise aussi par sa violence généralisée et sa très grande brutalité.
À de nombreuses reprises, les droits de l'homme ont bien entendu été violés, des crimes de guerre ont été perpétrés et les méthodes de combat dévastatrices, allant des batailles urbaines au tapis de bombes en passant par les armes chimiques, ont été déployées. Les zones urbaines représentent le seul espace géographique sur lequel les belligérants ont reposé leur défense. Par conséquent, les zones civiles ont particulièrement été touchées. Au-delà des armes et destructions, un des outils aux mains des puissances étrangères a été les sanctions. Prises par la Ligue arabe, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays occidentaux à partir de 2011, avec pour objectif principal de faire flancher le gouvernement syrien. Les sanctions. L'Union européenne adopte des sanctions contre la Syrie dès le début de la révolution. Elles interdisent le commerce de biens au service de la répression de la population. Les États-Unis, suivis par l'Union européenne, mettent aussi en place un embargo sur le secteur pétrolier et gèlent les actifs financiers de l'État syrien ainsi que de personnalités politiques. L'économie syrienne se retrouve totalement isolée. La même année, la Ligue arabe gèle les actifs financiers du gouvernement syrien et stoppe les investissements en Syrie. C'est la fin de tous les échanges financiers avec la Banque centrale de Syrie. Les sanctions s'articulent principalement autour du secteur énergétique, la finance et de l'armement. Dans les faits, tous les échanges entre l'Occident, le monde arabe et la Syrie sont gelés pendant plus de 10 ans, les sanctions étant périodiquement augmentées. En 2017, un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visait à mettre en place de lourdes sanctions après l'utilisation imputée à la Syrie d'armes chimiques. Mais la Chine et la Russie y opposent leur veto. C'est le 7e projet de résolution rejeté par un veto sino-russe. Les deux pays expliquent cette position par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays. Principe qui s'inscrit d'ailleurs dans le droit international. Dans les faits, la Chine et la Russie craignaient que certaines résolutions proposées puissent être utilisées afin de favoriser une intervention militaire étrangère ou un renversement du gouvernement syrien qui leur aurait été défavorable, compte tenu de leurs liens avec la Syrie. La Russie possède sa base navale de Tartous, capitale pour ses actions en Médor et dans l'océan Indien. Les deux pays ont des intérêts économiques dans la région avec des projets d'infrastructures, la Syrie étant membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Les pays sont aussi liés par des contrats énergétiques ou des contrats sur l'armement, des liens qui poussent les pays à renforcer leur soutien au gouvernement syrien. Pour autant, les sanctions américaines continuent en 2019 suite à des révélations de torture. Ce sera le fameux Kaiser Act dont on avait parlé en vidéo comme étant un frein à la normalisation des relations des pays arabes avec la Syrie. Les conséquences des sanctions. Les sanctions touchent de nombreux aspects du pays. Elles provoquent tout d'abord un isolement pour le gouvernement syrien sur la scène internationale. Cela complique les efforts de négociation et par conséquent la paix, car la participation de toutes les parties du conflit est une chose difficile à atteindre. Aussi, malgré le soutien russe, iranien et chinois, le gouvernement syrien éprouve des difficultés à se procurer des armes suffisantes pour peser et vaincre les rebelles. En plus de la guerre, les sanctions ont provoqué de nombreuses fermetures d'entreprises et une augmentation significative du chômage et donc de la pauvreté. Cette récession a été accompagnée d'une inflation sur les produits essentiels, entraînant une faible importation de denrées alimentaires, de médicaments et de matériel médical, tous en pénurie. Ces sanctions, qui visent l'État syrien, dégradent par ricochet les besoins des civils déjà martelés par la guerre. Enfin, le gouvernement n'ayant plus de revenus issus de ces exportations, les sanctions pourraient être un des effets indésirables du trafic de drogue, qui a été un moyen pour la Syrie d'avoir des retombées économiques. L'atténuation des sanctions. Afin de réduire les effets des sanctions, le gouvernement syrien a cherché à contourner les mesures. Les actions mises en œuvre sont cependant difficiles à confirmer, dû au manque de transparence de ces opérations économiques. Il était suggéré que le gouvernement syrien pourrait tirer des profits du commerce transfrontalier et de contrebande. En cela, il s'affranchirait des restrictions sur les exportations, recourrait au commerce avec des pays alliés ou non étatiques, permettant à la Syrie de contourner les sanctions économiques. Elles utiliseraient aussi des sociétés écrans pour masquer les transactions économiques et échapperaient aux restrictions. Pour conclure, depuis 2010, la Syrie était largement isolée des relations diplomatiques au Moyen-Orient au début de l'année 2023. La voici de retour par la grande porte dans la Ligue arabe. La normalisation des liens avec la Syrie suscite tantôt de l'espoir pour une paix à venir, mais aussi des interrogations sur les motivations réelles des gouvernements de la région. Cette normalisation soulève des inquiétudes quant à l'absence de conditions ou de demandes de réformes politiques. Comme si les manifestations et la guerre civile qui en ont émané n'avaient jamais existé. Mais cela, nous le verrons dans un prochain épisode dédié au retour de la Syrie dans la diplomatie orientale.
Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Le dernier numéro de la revue Terabellum est aussi sorti, il porte sur le Moyen-Orient, défense, géographie, politique. C'est à ce jour le numéro le plus complet que nous avons pu faire avec nos contributeurs, avec des sujets allant du conflit latent entre Israël et l'Iran, les dessous de la politique israélienne, les ambitions spatiales de l'Arabie Saoudite, la politique méconnue d'Oman ou encore la géopolitique de l'eau. Je vous laisse découvrir tout ça en vous procurant ce numéro dont le lien est disponible en description et en top commentaire. C'est tout pour cette fois et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actualité géopolitique.